Merci Catherine, merci à vous tous d'être là. Je vais parler sans micro, mais je vais essayer de projeter la voix. Donc si vous ne m'entendez pas au fond, surtout levez la main et je répéterai bien volontiers un mot ou une phrase. Voilà, merci d'être là, ça me fait plaisir. Merci Catherine de me donner l'occasion de parler de Richard Strauss, un compositeur qui reste encore relativement méconnu. D'ailleurs, certains, quand vous parlez de Richard Strauss, ils vous disent « Ah bon, Johann Strauss ?» Non, ce n'est pas exactement la même famille, ni la même musique. Donc, je suis vraiment content, d'autant plus que j'ai devant vous, il y a quelques mois ou quelques années, fait une conférence sur Gustav Mahler. Je ne sais pas si certains d'entre vous étaient là. Et il se trouve que Strauss et Mahler étaient contemporains. Puisqu'il y a 4 ans d'écart, Mahler était de 4 ans plus âgé que Richard Strauss. Et souvent, d'ailleurs, on les a comparés, puisqu'ils étaient de la même génération. Alors, on les a comparés, et j'ai eu la chance de lire la biographie de Jean Matter aux éditions L'Âge d'Homme de Lausanne. Et Jean Matter, donc, dans son magnifique livre sur Gustav Mahler, écrit la chose suivante. « La musique de Richard Strauss n'est jamais dramatique, je cite, quelque beauté qu'elle déploie, elle éblouit, elle captive, elle charme. Elle n'émeut pour ainsi dire jamais. Tout le contraire de Mahler, si pathétique, si tendre, si poignant. » Fin de citation. Donc vous voyez que, avec tout le respect que je dois à Jean Matter, il y a une part de vrai dans ce qui est écrit là. Mais il y a, me semble-t-il, une caricature, parce qu'on va le voir, et c'est l'objet de ma conférence aujourd'hui, que j'ai intitulée d'ailleurs, vous voyez, « Intense et intime ». Croire que la musique de Richard Strauss est une musique clinquante, qui sonne bien, mais qui est un peu superficielle et voyez, superfétatoire, non, pas du tout. Je pense que Strauss était un romantique finalement, ou un post-romantique, et qu'il a mis beaucoup de lui-même dans sa musique, et que sa musique est en grande partie autobiographique. Voilà. Donc c'est ce que je vais essayer de démontrer cet après-midi avec vous dans cette conférence. Alors Stravinsky, lui, qui avait toujours le sens de la formule, n'est-ce pas, lui avait dit à propos de Richard Strauss, c'est le typique bourgeois allemand incapable d'émouvoir. Il ne s'engage jamais, il s'en fiche pas mal. Fin de citation. Quant à Romain Rolland, alors un peu plus mesuré, Romain Rolland, parce que bon, il connaissait Richard Strauss, il admirait certaines de ses œuvres, mais enfin il a quand même dit un jour, Romain Rolland, c'est un art bibelot fait pour une société futile et raffinée. Vous voyez ? Bon, donc là, le costume était taillé pour l'hiver, et on va essayer effectivement de voir ensemble que, ça est toujours quand on évoque un compositeur, un grand compositeur, il y a souvent des clichés. La dernière fois, j'étais venu vous parler de Mozart et tous les clichés qui tournent autour de Mozart. Bon, il faut essayer de se débarrasser des clichés et essayer d'aller, me semble-t-il, au cœur de la musique de ces compositeurs, c'est-à-dire ce qui fait leur essence même. Voyez, au-delà du style, au-delà de l'orchestration, on va y venir à l'orchestration, mais je pense que parler de Strauss uniquement comme un magicien de l'orchestre, de l'orchestration, ça serait, me semble-t-il, oublier la substance de sa musique, le cœur de sa musique. Inutile de vous dire qu'il est né en 1864, c'est-à-dire 6 ans après la mort de Schumann. Il était contemporain de Brahms, on va y venir tout à l'heure. Donc il est né en fait en pleine période romantique quasiment, et il est mort en 1949. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, il fait le pont entre Brahms et Boulez, Stockhausen, et Stravinsky et compagnie. Vous voyez, il est vraiment le compositeur charnière entre la période romantique et la période moderne, la musique moderne, celle de Boulez, Stockhausen et compagnie. Donc c'est presque 70 ans de carrière, 70 ans de carrière, pardon, et effectivement une carrière à la fois, on y viendra, de chef d'orchestre. J'ai calculé à peu près, il a dirigé environ 2000 concerts. Des tournées un peu partout, en Europe bien sûr, en Allemagne, mais aussi en Amérique du Sud, en Argentine, aux États-Unis. Par exemple, la Sinfonia Domestica, qu'on va entendre tout à l'heure, elle a été créée à New York. Donc un homme qui travaillait énormément et qui a eu une carrière à la fois de chef d'orchestre, de directeur d'opéra et en même temps de compositeur. Donc un gros travailleur et effectivement qui mérite le succès. Et effectivement, il a été en fait le compositeur le plus connu, le plus réputé de son époque, probablement avec Puccini. À cette époque-là, c'est Puccini et Strauss qui sont, en tout cas dans le domaine de l'opéra, les deux compositeurs les plus populaires, les plus appréciés.
Alors, il a eu cette phrase un jour, parce qu'il avait quand même le sens de l'humour et un peu de la dérision sur lui-même, et c'est ce qui le distingue d'ailleurs des romantiques. Les romantiques n'ont pas de dérision par rapport à eux-mêmes, mais Strauss, lui, en avait. Et alors, il a eu cette phrase un jour, il dirigeait, il répétait qu'un orchestre anglais à Londres, et il leur dit, vous savez, messieurs, moi, je ne suis peut-être pas un compositeur de première catégorie, je ne me compare pas avec Bach, Beethoven, Mozart, mais je suis quand même un des meilleurs, si ce n'est le meilleur de la seconde catégorie. Vous voyez, ça c'était... Vous voyez, donc c'est assez amusant. Et effectivement, on peut dire qu'il était un des meilleurs de la deuxième catégorie, si ce n'est quand même, on pourrait peut-être même le mettre dans la première catégorie. Parce que, pour vous qui aimez la musique, si vous êtes là cet après-midi, imaginez un seul instant, si rien que les 4 derniers leaders de Strauss, ça c'est quand même un des sommets de la musique. La scène finale du Chevalier à la Rose, le trio final du Chevalier à la Rose. C'est absolument magnifique, c'est un des sommets de la musique. Vous avez aussi, par exemple, Don Quichotte. Alors, pour la petite histoire, je ne parlerai pas cet après-midi ni de Don Quichotte, ni de la vie de héros. Non pas parce que je n'aime pas ses œuvres, au contraire, ce sont des chefs-d'œuvre absolus. Je leur ai consacré 2 documentaires sur YouTube, si ça vous intéresse. Donc je décortique vraiment par le menu ces œuvres absolument magnifiques que sont le Don Quichotte et la vie de héros. Et puis aussi, alors dans le domaine de l'opéra, imaginez, Strauss, Salomé, Electra, donc des œuvres qui sont des œuvres majeures et qui font qu'effectivement, il est entre la deuxième catégorie et la première, quand même. Alors, effectivement, en plus, si vous voulez, il avait une conception très élevée, très haute de la musique. Il a eu cette phrase un jour qui fait dire au compositeur dans son opéra Ariane Anaxos. Dans son opéra Ariane Anaxos, qui est un opéra dans l'opéra, il y a un compositeur. Et ce compositeur, donc, pendant le prologue, il a cette phrase. Alors c'est lui qui parle, c'est Richard Strauss au final. C'est le compositeur d'Ariane Anaxos, mais c'est bien lui qui parle. La phrase est la suivante. « La musique est l'art sacré qui rassemble tous les arts de l'âme comme les chérubins autour d'un trône rayonnant. » Vous voyez, l'idée que la musique, c'est un art sacré. Ça n'est pas un divertissement. C'est quelque chose qui élève l'âme. Eh bien ça, cette conception, il l'avait chevillée au corps. Lui qu'on pense être un compositeur superficiel. Un jour, il déclare aussi, en 1930, dans une lettre, un quatuor à cordes de Mozart exprime la profondeur absolue avec plus de beauté de sentiment que n'importe quel mot. Vous voyez, il admirait beaucoup Mozart. Il a dirigé beaucoup ses opéras, et notamment Così fan tutte, qu'il adorait. Alors ça, si vous voulez, c'est déjà une première, me semble-t-il, caractéristique de Richard Strauss. Ensuite, c'est qu'il a été un génie de l'orchestration. Vous avez des couleurs dans la musique de Richard Strauss, vous avez des combinaisons de timbres, des combinaisons de sonorités, des combinaisons de thèmes de façon polyphonique qui s'entremêlent les uns aux autres, et tout ça, si vous voulez, sans jamais de lourdeur. C'est toujours transparent, c'est toujours fluide, la musique avance, la musique respire. Vous voyez, à l'inverse de Wagner, qu'il admirait beaucoup, il ne se sent pas investi d'une mission messianique. Il n'a pas pour ambition, comme Beethoven ou comme Wagner, de transmettre une vision de l'humanité, vous voyez, des idées philosophiques. Non, lui, ce qui l'intéresse, c'est l'âme humaine. C'est les tréfonds de l'âme humaine. Et là, il a excellé, comme Mozart, dans ses opéras, à se nicher dans la psychologie profonde de chacun de ses personnages. Alors, alliage de sonorités, couleurs magnifiques, sonorités luxuriantes, eh bien, on va entendre tout de suite un extrait. Eh bien, je vous propose d'entendre un extrait court de Don Juan, la seconde tentative de séduction de Don Juan. On y reviendra à Don Juan tout à l'heure. Et là, vous allez entendre effectivement d'abord des cors. Alors, le cor, c'était l'instrument de son père, Franz Strauss, qui était corniste solo à l'opéra de Munich. Donc, on va d'abord entendre les cors, puis ensuite, après, on va entendre un hautbois solo qui vient dialoguer avec le cor, puis les bois, les cordes, les tubas, les percussions, triangles et glockenspiel. Donc vous voyez cet alliage de sonorités qui nous donne effectivement cette sensation, ces couleurs absolument uniques, celles de Richard Strauss.
Alors, génie de l'orchestration, oui, mais également un mélodiste absolument hors pair. Les mélodies de Richard Strauss sont parmi les plus belles qui n'aient jamais été composées dans toute l'histoire de la musique. Prenons par exemple Elektra. D'accord ? Elektra, eh bien, c'est un univers de noirceur. Elektra veut absolument se venger de la mort de son père, tué par l'amant de sa mère. Elle est dans la rage, elle est dans la haine, elle est dans la violence, elle est dans l'abandon d'elle-même. Mais dans cet univers de noirceur absolue, il y a un rayon de lumière. Et ce rayon de lumière, c'est quand son frère qu'elle pensait mort apparaît. Ce frère qu'elle aime tant, et Oreste. Et là, la mélodie qu'on va entendre là, elle nous indique tout l'amour que Elektra a pour son frère Oreste. C'est un moment absolument bouleversant de cet opéra Elektra. Un rayon de lumière, un rayon de tendresse dans un univers de violence extrême. Alors il y a un débat qui mobilise les musicologues, dont je ne fais pas partie, parce que comme l'a dit Catherine, j'ai étudié les sciences politiques et l'économie, je ne suis pas musicologue, je suis musicographe, je suis historien de la musique. Alors les musicologues aiment bien savoir si Strauss peut être considéré comme un moderne ou comme un conservateur, voire un rétrograde. Mais j'allais dire, ce n'est pas le débat. Hein ? D'ailleurs, il échappe à toute classification, d'une part, et d'autre part, je vais vous lire une de ses lettres sur le sujet, qui va nous indiquer et qui va nous donner une orientation sur ce débat entre moderne et conservateur. C'est une lettre qu'il envoie à un jeune compositeur, un peu comme Rilke, vous voyez, qui envoyait une lettre à un jeune poète. Alors, je cite Strauss. « Un jeune compositeur me disait aujourd'hui, il est si difficile de trouver quelque chose de neuf de nos jours. Je dus lui demander « Pourquoi voulez-vous absolument trouver quelque chose de neuf ?» En revanche, chaque personnalité est neuve, ainsi que sa manière de transformer ses sentiments, ses expériences et ses pensées en œuvres d'art. Que chacun exprime ce qui le touche, mais à sa manière. Ainsi même, le don le plus modeste abritera en lui l'exceptionnel, ce qui n'existait pas encore avant lui. Plus l'individu qui s'occupe d'art est grand, plus important sera l'œuvre qu'il produira. Fin de citation. Peu importe qu'on soit moderne, classique, rétrograde, ce qui est important, c'est de toucher le cœur de ceux qui vous écoutent. Alors bien sûr que Salomé Elektra, il est allé au plus loin de ce que l'oreille humaine est capable d'écouter. Il est allé presque aux limites de la tonalité. On peut considérer que là, dans Elektra et dans Salomé, il est moderne. Par contre, dans d'autres œuvres, on va le voir dans Capriccio, par exemple, il est plutôt classique. Donc, peu importe, les catégories de ce type ne sont pas, me semble-t-il, l'essentiel quand on aborde un compositeur de ce type. Debussy a dit, à propos de Strauss, il a dit en 1903, Claude Debussy, « Il n'y a pas moyen de résister à la domination conquérante d'un tel homme. » Peu importe qu'il soit moderne ou classique, pas moyen effectivement de résister à la domination conquérante d'un tel musicien. Alors le plan que je vous propose est le suivant. Nous allons voir d'abord quelles sont les singularités de Richard Strauss par rapport à d'autres compositeurs. Ensuite, nous verrons qu'il a été particulièrement précoce
peut-être pas enfant prodige, mais enfin enfant super doué. Et puis, on verra ensuite les deux parties qui me semblent les plus importantes, c'est-à-dire l'intensité de sa musique et l'intimité de sa musique. Une espèce de confession intime qu'on retrouve dans sa musique. Alors, les singularités, eh bien, parler de Richard Strauss, c'est un peu comme parler de Mozart, si vous voulez. C'est d'abord parler de son père. Parce que le père de Richard Strauss, forte personnalité, corps solo de l'Opéra de Munich, qui a joué sous la direction de Wagner à Bayreuth, d'ailleurs Wagner qu'il n'aimait pas du tout, mais enfin il a quand même dirigé, ils se sont d'ailleurs frités plusieurs fois avec Wagner, et surtout un musicien, si vous voulez, hors pair, qui lui était plutôt orienté sur les classiques, vous voyez, les classiques viennois, Haydn, Mozart, Beethoven, etc., qui n'aimait pas Wagner. Et son père, bien entendu, vous imaginez, quand vous êtes corps solo de l'Opéra de Munich, eh bien, vous avez des entrées. Vous connaissez des chefs d'orchestre, vous connaissez des professeurs de conservatoire, etc. Donc le petit Richard Strauss, il est né dans un environnement plus que favorable pour éclore son talent à la fois de musicien, puisqu'il a commencé le violon, il avait 4 ans. Non, le piano à 4 ans, le violon à 6 ans. À 11 ans, il commence à prendre ses premiers cours de composition, vous imaginez, à 11 ans. Et à 17 ans, il compose sa première symphonie. Donc, c'est quand même, alors que Brahms a attendu 40 ans pour composer la première symphonie, il avait une peur bleue de se comparer à Beethoven, et Bruckner, même chose. Mais lui, avec un culot absolument incroyable, à 17 ans, il écrit sa première symphonie en ré mineur. On va entendre la deuxième tout à l'heure. Donc, vous voyez, le père a joué un rôle fondamental, assez dur, hein, autoritaire, mais très haut niveau d'exigence. Et puis alors, la mère, par contre, là, c'est le point noir, parce que la mère, qui était d'ailleurs issue d'une famille très riche, hein, Pschorr, les brasseries Pschorr à Munich, eh bien la mère, elle, était dépressive, maniaco-dépressive. Elle a fini d'ailleurs dans un établissement de santé spécialisé à l'âge de 47 ans. Et ça, si vous voulez, c'est le point noir de la vie de Richard Strauss. C'est quelque chose qui a dû profondément le marquer, et ces fêlures internes qu'il a dû vivre à l'adolescence, à l'enfance, à l'adolescence, avec effectivement les soubresauts émotionnels de sa mère, on le retrouve parfois dans sa musique. Alors, il est munichois, hein, plus que munichois. Ça, c'est l'opéra de Munich, hein, où son père était donc corniste solo. Enfin, oui, c'est ça, corniste solo. Et puis, vous avez ici, bien sûr, la Grand Place, hein, la Marienplatz, que certains, peut-être, d'entre vous connaissent, hein, voilà, à l'époque. Et en fait, le petit Strauss, il a appris la musique dans un environnement absolument favorable. Hein, et puis, à l'âge de 18-19 ans, il est allé à l'université. L'université de Munich qu'on voit ici. Alors là, il a étudié pendant 1 an la philosophie, l'esthétique, l'histoire de l'art, et il a suivi un cours spécialisé sur Shakespeare. Donc notre ami Strauss est quelqu'un d'éminemment lettré, de très cultivé. Hein. C'est un penseur de haut vol. Hein. Il suffit d'aller voir sa bibliothèque, par exemple à Garmisch, hein, vous avez 26 volumes, les 28 volumes de l'œuvre complète de Goethe. Vous avez l'œuvre complète de Schiller également dans sa bibliothèque. Hein. Donc c'est un homme excessivement cultivé, et on retrouve hein, dans certains thèmes qu'il aborde dans ses opéras, hein, tout c'est l'amour qu'il avait pour l'Antiquité grecque, par exemple, hein, ou la philosophie allemande. Et puis il a beaucoup voyagé. L'Italie, la Grèce, l'Égypte, l'Amérique du Sud, les États-Unis. Hein. Donc c'est quelqu'un qui aime voyager, qui aime découvrir des civilisations hein, autres que la civilisation européenne. Et ce qui fera dire à Stefan Zweig, avec lequel il a travaillé donc, dans les années 30, sur la femme silencieuse, eh bien Stefan Zweig a eu cette phrase, il a dit « Je n'ai jamais rencontré un homme plus cultivé ». Stefan Zweig. Et puis quant à Karl Böhm, lui, chef d'orchestre Karl Böhm, qui était proche de Richard Strauss, lui il a dit « Très haut niveau de conversation hein. ». C'est là qu'il faut suivre hein, avec Strauss. Très haut niveau de réflexion intellectuelle et spirituelle. Alors, je vous l'ai dit, ce qui distingue Richard Strauss, c'est qu'il a été à la fois chef d'orchestre et compositeur. Ce qui fait qu'effectivement, et d'ailleurs, j'ai remarqué que son père avait constitué un petit orchestre. Alors, il y avait une trentaine de musiciens à Munich. Hein. Et le petit Strauss, assez jeune, hein, il était parmi les premiers violons pendant 3-4 ans. Donc il a joué avec son père déjà à Munich dans un petit orchestre. Et puis ensuite, après, dès l'âge de 18-19 ans, il a été repéré par un grand chef d'orchestre de l'époque qui s'appelait Hans von Bülow. Et Hans von Bülow lui a donné les rênes de l'orchestre de Meiningen. Donc si vous voulez, très jeune, il a dirigé, je vous l'ai dit, il a dirigé environ 2000 concerts, vous imaginez. Donc aussi bien
Beethoven, le grand répertoire, Haydn, Mozart, etc., que ses opéras, ses propres opéras, et les opéras de Wagner, puisque je crois qu'à l'âge de 22 ou 23 ans, il dirige à Bayreuth. Donc c'était un immense chef d'orchestre. Alors, on a, pour ceux qui ont vu des images, il bouge à peine le bras droit, hein, le bras gauche, il ne le bouge pas, et on a l'impression qu'il s'ennuie. Ça, c'est quand il était plus âgé. Mais quand il était jeune, il était plutôt romantique, échevelé, vous voyez, il bougeait beaucoup. Et puis avec les années, il bougeait de moins en moins. Mais ça, c'est le propre de la plupart des grands chefs d'orchestre. Hein. On bouge beaucoup quand on est jeune, et après, avec l'âge, on se calme un petit peu. Et c'est plus le regard hein, qui va être important dans la direction de l'orchestre. Au total, 400 œuvres à peu près, dont près de 200 leaders. Vous imaginez ? Des leaders qu'il a commencé à composer très jeune, hein, d'ailleurs. Hein. Certains avec piano, d'autres avec orchestre. Hein. La majorité pour piano, quand même. Hein. Et puis, effectivement, 88 numéros d'opus au total. Hein. Donc, ça fait à peu près 400 œuvres, hein, ce qui est déjà quand même pas mal. Donc, en fait, il se sent le dernier représentant de la musique allemande. Hein. C'est ça qu'il faut dire. Il est vraiment conscient d'être dans la lignée, hein, il écrit un moment, hein, de Bach, Beethoven, Wagner, Liszt et lui-même. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est important pour lui, la culture allemande, la musique allemande. Alors, ces piliers, effectivement, c'était ça. Quels sont les piliers de l'existence de Richard Strauss ? Eh bien, c'est la musique, bien sûr. C'est toute sa vie. Il a déclaré un jour « J'ai toujours une musique en tête. J'ai toujours un air de musique en tête. » Alors, ça peut être bien d'un côté, mais de l'autre, ça peut être assez oppressant quand même. Hein. Et c'est pour ça qu'il jouait aux cartes. Parce qu'il n'y a que quand il jouait aux cartes, au scat, que là, il n'avait plus d'air de musique en tête. Voyez, hein. C'est comme Mozart qui faisait du billard quasiment tous les jours. Parce que quand il faisait du billard, il pouvait se relâcher intellectuellement. Et ça, c'est important d'avoir des espaces de respiration. Voyez. Alors, effectivement, c'est sa musique, l'art et puis sa famille. Ça, c'est les deux piliers fondamentaux de Richard Strauss. Et sa famille, alors bien sûr, sa femme, Pauline. Parler de Richard Strauss, c'est parler de sa femme. Parce qu'ils sont restés 55 ans ensemble. Elle lui a survécu à peine 8 mois. Elle était totalement détruite lorsque son mari, Richard, est mort. Et elle a joué un rôle absolument essentiel. Alors, 2 mots sur elle, hein, je vous renvoie à d'autres informations que vous pouvez glaner ici ou là. Ils se sont rencontrés donc, à Meiningen, je crois. Elle chantait à l'opéra, mais bon, au début, il n'y avait pas d'amour réel entre les deux. Et puis, au bout de quelques années, l'amour est né et ils se sont fiancés en 1894. Ils se sont mariés en 1894. Elle était soprano. Alors, une soprano de très haut niveau. Hein. Elle chantait donc Tannhäuser, Lohengrin, etc. Elle chantait les opéras de Wagner. Elle chantait Pamina de Mozart. Et voyez, donc elle était capable d'endosser des grands rôles de soprano dans le grand répertoire. Donc c'était une grande chanteuse, une femme de caractère, pour ne pas dire fort caractère, pour ne pas dire parfois mauvais caractère, mais les deux s'adoraient. Parce qu'elle était versatile, elle était un peu dominatrice, vous voyez. Elle l'adorait, Richard, mais c'était elle qui commandait, quoi. Et il fallait qu'il file droit. Et il avait dit une fois, ben moi, ça me va bien. Hein. Finalement, je file droit, comme ça, je suis les injonctions de ma femme, et ça me convient bien. Donc, elle a chanté d'ailleurs aussi le rôle titre dans son premier opéra, Guntram, le rôle de Freihild, un opéra romantique très wagnérien. Hein. J'en ai mis un extrait dans une de mes vidéos, justement. Sur Richard Strauss. Et puis, effectivement, elle a joué un rôle essentiel dans sa vie. Et quand il se marie en 1894, il lui fait un cadeau de mariage. Et le cadeau de mariage, c'est 4 leaders qui composent spécialement pour elle, dont un qui s'appelle Morgan, Demain. On va l'entendre. Alors, Morgan, si vous voulez, Strauss a eu cette phrase, hein, « Personne n'a chanté comme elle, Morgan. Elle a interprété mes leaders avec une expression et une poésie que je n'ai pas entendue de la bouche d'autres chanteurs. » Il lui compose donc ces 4 leaders, dont Morgan, qu'on va entendre maintenant. Je vous lis le texte, puisque ça va être chanté en allemand, donc je préfère vous lire le texte avant. La soprane va donc chanter la chose suivante. C'est un poème de John Henry Mackay. « Et demain, à nouveau, le soleil brillera. Et sur les chemins que je vais parcourir, il saura à nouveau nous réunir, heureux mortels, au milieu de cette terre qui respire la lumière. Et vers la plage, lointaine aux vagues bleues, nous descendrons tranquilles, à pas lents. Muets, nous nous regarderons dans les yeux, et le silence du bonheur nous enveloppera. » Voilà ce que chante cette cantatrice, et donc Pauline de Hanna
Strauss. Pour aller vite et direct, on pourrait dire que la vie créatrice de Richard Strauss s'est scindée en deux périodes. Une première période de 25 ans dans laquelle il s'est consacré essentiellement à l'orchestre et en particulier à ce qu'on appelle le poème symphonique. Et une deuxième période, donc après cette période de 25 ans, en gros, si vous voulez, à partir de Salomé, 1905, dans ces eaux-là, Electra, 1909, et bien là, il se consacre essentiellement à l'opéra. Et on pourrait dire que la façon dont il a orchestré tous ces poèmes symphoniques lui ont servi de laboratoire pour orchestrer ensuite, par la suite, ces opéras, qui sont finalement des symphonies avec voix. Les opéras de Strauss, des symphonies opératiques, vous voyez ce que je veux dire, puisque l'orchestre y joue un rôle essentiel. Alors, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est de voir que, poème symphonique, vous savez tous d'où ça vient, Berlioz, la symphonie fantastique,
et puis ensuite surtout Franz Liszt. On peut considérer que c'est vraiment Franz Liszt qui, le premier, a fait émerger ce nouveau genre symphonique qui est le poème symphonique. Mais lui, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde ces poèmes symphoniques, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a 3 sources majeures d'inspiration. La littérature, bien sûr, parce que qui dit poème symphonique dit substrat littéraire, qui ensuite va être transformé en musique. Alors la littérature, vous avez Macbeth, je vous ai dit qu'il avait suivi un cours sur Shakespeare à l'université de Munich, donc premier poème symphonique Macbeth, d'après Shakespeare. Mais aussi, bien sûr, on a le Don Juan de Nikolaus Leno, je vais y venir tout à l'heure, non pas le Don Juan de Mozart, mais un autre Don Juan, là, Till l'Espiègle, Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche, bien sûr, et puis le Don Quichotte, Cervantes. Cervantes, un des auteurs que Strauss lit avec attention. Donc ça, c'est le substrat littéraire. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi son autobiographie. Il se met lui-même dans ses poèmes symphoniques. Par exemple, dans Aus Italien. Aus Italien, ça veut dire en Italie. Et il va en Italie, il fait un voyage, il rentre de ce voyage, il écrit un poème symphonique sur ses impressions italiennes. Vous voyez ? Donc ça, c'est purement autobiographique. Nous avons également Mort et Transfiguration. Mort et Transfiguration, qu'on n'entendra pas aujourd'hui pour des raisons de temps, mais je vous renvoie à cette œuvre magnifique. Il a déclaré quelques heures avant sa mort à son fils, tu sais, ce que je vis actuellement, c'est ce que j'ai composé bien des années avant dans Mort et Transfiguration. Et puis, la vie de héros, bien sûr, je vous renvoie à mon documentaire sur YouTube, et puis la Symphonia Domestica qu'on va entendre tout à l'heure. Et là, on est vraiment au cœur de la vie, à la fois familiale, émotionnelle, spirituelle, intellectuelle de Richard Strauss. Et puis, il y a aussi la nature, puisque dans la symphonie alpestre, on va y venir tout à l'heure, on en entendra un extrait, on est bien là, un compositeur au milieu d'une nature absolument grandiose, gigantesque, dans les sommets des Alpes bavaroises. Donc vous voyez, tous ces 3 pôles lui ont servi de matière, de matériaux, pour composer ces poèmes symphoniques. Au fond, cet homme, il a fait de sa vie une œuvre d'art. C'est l'objectif que certains d'entre nous peuvent essayer d'atteindre, faire de sa vie une œuvre d'art. Eh bien lui, il l'a fait par sa musique. Alors, j'aime bien cette phrase de Patrick Czerniowicz, qui hélas vient de nous quitter, un grand musicologue, journaliste qui a écrit dans Le Monde de la musique, dans Diapason, il était souvent invité sur France Musique, etc. Un grand monsieur, et j'aime bien cette phrase, il écrit à propos des poèmes symphoniques de Strauss, « Ces poèmes symphoniques illustrent tous un instant de son évolution psychologique, de ses inquiétudes, ses élans, ses goûts. Il nous conduit dans les détours de son âme. » Fin de citation. Alors, il nous conduit dans les détours de son âme, on va prendre un exemple. Il a 23 ans. C'est son premier chef-d'œuvre, Don Juan. Je vous propose d'écouter quelques extraits de Don Juan. Alors, il faut en dire 2 mots. Ce n'est pas le Don Juan séducteur, hédoniste, collectionneur de femmes de Mozart et de Da Ponte, du tout. Non. Le Don Juan dont il est question ici, c'est le Don Juan issu d'un poème de Nikolaus Lenau, un poète allemand. Et ce Don Juan-là, c'est un romantique tourmenté, en quête de l'éternel féminin, en quête d'absolu. Mais quand vous êtes en quête d'absolu, en général, vous n'atteignez pas l'absolu, c'est très rare de pouvoir l'atteindre. Et donc c'est un romantique désespéré, qui effectivement cherche à séduire, mais qui n'y arrive pas, et qui sombre dans la dépression, dans la mélancolie, et qui finira par se suicider. Voilà le Don Juan de Strauss. Quand on écoute le Don Juan de Strauss, on pense à Don Giovanni de Mozart, on dit non, c'est pas du tout la même chose. Donc là, c'est un poème qui a beaucoup intéressé le jeune Strauss, puisqu'il n'a que 23 ans, et là, on peut dire qu'il a fait une œuvre absolument exceptionnelle. Il la dirige d'ailleurs pour la première à Weimar, puisqu'il a été en même temps directeur d'opéra. Il a été directeur de l'opéra de Weimar, directeur de l'opéra de Berlin et directeur de l'opéra de Vienne. Rien de moins que ça. Et parfois, il faisait entre 60 et 90 représentations par an, en plus des concerts avec l'orchestre, et en plus de la composition. Vous voyez, beaucoup de travail. Alors, quand il compose cette œuvre,
Le jeune Strauss est amoureux. Il n'est pas amoureux de Pauline. Hein. Il n'est pas encore fiancé avec Pauline. Il est amoureux d'une certaine Dora Vihan, très amoureux, hein, qui est la femme d'un violoncelliste. Donc, amour impossible, hein, parce que cette femme est mariée, amour inaccessible, mais c'est souvent les amours inaccessibles qui sont les plus, en tout cas pour les romantiques, les plus intéressants. Et donc, on peut penser que, fort de cet amour qu'il a pour cette femme, il écrit avec d'autant plus d'empressement et de passion. Donc, je vous l'ai dit, le Don Juan de Strauss ne cherche pas à accumuler les conquêtes. Ce n'est pas ce qui l'intéresse. Dans l'œuvre, il n'y a que 2 épisodes amoureux. Un premier, une deuxième avec une comtesse, une femme excessivement belle, hein, mais il n'y trouve pas son compte. Et donc, je vous propose d'entendre le début. En fait, Strauss ne dépeint pas des épisodes, ne raconte pas un récit, si vous voulez. Vous voyez, ça commence comme ça finit comme ça. Pas tellement. C'est plutôt un portrait psychologique de Don Juan qui l'intéresse. C'est ce qui se passe dans l'esprit de Don Juan. Alors, on va entendre le tout début. Alors là, on passe de 0 à 100 en quelques secondes. Hein. On a un lever des cordes, vous voyez. On a une musique effectivement irrépressible, un élan irrépressible, un élan vital, vous voyez. C'est celui du désir, de la jeunesse, de la fougue de Don Juan, qui part en avant à l'aventure pour tenter de séduire la femme idéale, l'éternel féminin, comme disait Goethe. Alors je vous propose d'entendre effectivement le début avec cette levée de cordes plein d'élan, hein, cette palpitation des vents, les timbales, dans la version de Herbert von Karajan avec le Wiener Philharmoniker en 1960. Alors là, Strauss est un maître dans l'art des transitions. C'est-à-dire qu'après ce premier thème viril, puissant, hein, fougueux, on a une transition. Et là, cette transition, en fait, c'est le violon solo qui va la porter. Un violon solo charmeur, voyez, séducteur. Souvent, le violon, hein, chez Strauss, c'est le féminin. Hein, c'est le symbole du féminin. Par exemple, dans La vie de héros, c'est le violon solo qui incarne sa femme, hein, dans La vie de héros. Et là, ce violon solo, donc sur fond de Glockenspiel, va nous mener gentiment vers une transition, et on va ensuite avoir, on va l'entendre, après cette transition, le thème de l'amour qui va surgir, un thème passionné, hein, un thème éminemment romantique.
Ça, c'est sa première rencontre amoureuse. Mais ça ne le satisfait pas. Il repart en marche, il assiste à un bal costumé. Et dans ce bal costumé, il rencontre le fils d'un aristocrate, qui le provoque en duel. Et en fait, il s'aperçoit que sa vie n'est que vanité, que sa quête de l'amour absolu ne débouchera sur rien. Et donc, il se jette sur l'épée de son duelliste. Et c'est la mort de Don Juan. Je vous propose de l'entendre avec Marie Janssens et l'orchestre du Bayerische Rundfunk. Alors, je vous propose donc d'accéder à la deuxième partie, donc sur la précocité de Richard Strauss. Eh bien, effectivement, je vous l'ai dit, il commence à composer très jeune. Sa première œuvre, c'est une polka. Il a 6 ans. Il compose sa première œuvre à 6 ans, une polka. Et puis, effectivement, on a à 16 ans, donc sa première symphonie, vous imaginez, en ré mineur. Et puis, à 20 ans déjà, il est déjà célèbre parce qu'il a composé plus de 150 œuvres. À 20 ans. Ce qui est déjà beaucoup, donc d'ailleurs 62 leaders et 2 symphonies. Donc il est déjà connu à l'âge de 20 ans, comme chef d'orchestre et comme compositeur. Alors je vous propose d'écouter la symphonie numéro 2, un extrait de la symphonie numéro 2, parce que cette symphonie numéro 2, en fait, elle a été créée à Meiningen. Meiningen, c'est une petite ville en Thuringe, hein, que j'ai eu la chance de visiter avec mon épouse qui est là ce soir. Et donc, cet opéra de Meiningen, à l'époque, était réputé, parce que d'abord, il y avait un excellent orchestre, et puis c'est là qu'ont été créées un certain nombre de symphonies de Brahms, dont la 4e symphonie. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un chef à Meiningen qui s'appelait Hans von Bülow, et Hans von Bülow, qui était d'ailleurs le premier mari de Cosima Wagner, hein, c'était un immense pianiste et un immense chef d'orchestre. Meiningen avait une aura absolument exceptionnelle. Et donc le jeune Strauss, parrainé par Hans von Bülow, vient diriger, à 19 ans, sa symphonie numéro 2, à Meiningen. Mais ce soir-là, il y a Johannes Brahms en personne dans la salle. Alors vous imaginez le jeune Strauss de 19 ans qui dirige sa symphonie numéro 2 avec Johannes Brahms dans la salle. Et effectivement, Brahms lui dira à la fin « Ganz hübsch ». Mon jeune ami, c'est bien, hein, c'est joli, c'est très joli, ganz hübsch. Mais, trop de notes. Il a dit la chose suivante, il a dit trop de badinage thématique, mon jeune ami. Faites plus simple, réétudiez les danses de Schubert. Voilà ce que Brahms a dit, mais ils s'entendaient bien, ils logeaient dans le même hôtel, l'hôtel de Saxe, ils ont pas mal discuté, c'était pas méchant. Sauf qu'effectivement, c'était peut-être un peu trop chargé, mais ce jeune Strauss, quand même, avait bien compris les codes du post-romantisme allemand. Parce qu'on va voir que le final de sa 2e symphonie, la coda finale, on a une espèce d'échelle céleste, vous voyez, une montée d'échelle céleste, après on a une marche
solennelle, puissante, et puis après on a la coda apothéotique. C'est une grande maîtrise déjà de l'art symphonique et de l'art orchestral. Bon, à 19 ans, c'est assez culotté. On affirme carrément que voilà, on est là. Alors, dans une autre atmosphère, à peu près à la même période, il compose un quatuor avec piano. Alors là, c'est magnifique parce que là, on est dans une atmosphère chambriste, intimiste, très proche de celle de Mendelssohn, vous voyez, et de Brahms. Et là, on voit que lui, effectivement, il avait capté tout cet univers qui avait été composé avant lui. Alors, troisième partie, après avoir fini sur les singularités de Richard Strauss, je vous propose de parler d'abord de l'intensité de sa musique. Je vous l'ai dit, il y a encore un certain nombre de gens qui vous disent « oui, oh, ça sonne bien, c'est clinquant, il y a une belle maîtrise de l'orchestre, mais il n'y a rien sous la surface. » Certains disent que si, il y a un volcan sous le vernis. Il y a le feu qui brûle sous la surface, vous voyez, un peu comme chez Bruckner. Eh bien, ce feu, ce volcan, on le ressent dans ses opéras, d'une part, on va en prendre un exemple, et on le ressent aussi dans les climax de ses poèmes symphoniques. Et on prendra un exemple, où là, on peut penser qu'il a poussé l'expressivité romantique à son maximum.
Gustave Mahler lui dira un jour, après avoir écouté Salomé, totalement fasciné par Salomé, il lui dit « Vous êtes un dramaturge né ». Dramaturge dans les opéras, mais aussi dans ses poèmes symphoniques. Alors, Salomé, 1905, première à Dresde, avec 110 musiciens dans la fosse, donc c'était quand même à cette époque relativement rare. Et là, si vous voulez, Salomé, en fait, c'est l'histoire d'une jeune adolescente qui est une femme fatale, qui est obsédée par Jean-Baptiste, par Yochanan. Elle veut absolument, 1, le séduire, 2, qu'il tombe amoureux d'elle, et 3, avoir une relation charnelle avec lui. Il y a un désir sexuel, appelons les choses comme elles sont, de la part de cette jeune femme vis-à-vis de Yochanan, de Jean-Baptiste, qui est tenu, comme vous le savez, emprisonné dans une fosse avec un grillage. Il faut préciser que cette jeune femme, elle a été abusée par son beau-père, Hérodias. Donc, si vous voulez, elle est à la fois bourreau, parce qu'elle va demander, comme vous le savez, la tête de Yochanan, mais elle est victime également. Et c'est un désir qui tourne à l'obsession. D'ailleurs, cet opéra, tout le monde est obsédé par tout le monde. Il y a un jeune garde qui est fou amoureux d'Electra, il est obsédé par Electra. Le beau-père, lui, il est obsédé par Yochanan parce qu'il en a peur, etc., etc. C'est un tournoiement d'obsession réciproque. Et ça se termine mal, bien sûr. D'ailleurs, ça se passe au coucher de la lune. La lune, au début, le garde dit « Oh là là, la lune est blafarde, ça va mal se terminer ». Et effectivement, ça se termine très mal. Wolfgang Zawalisch, à propos de la scène finale, à cette phrase, le chef allemand Wolfgang Zawalisch, il dit « J'ai rarement entendu une intensité aussi extrême que dans la fin de Salomé ». Il faut quand même savoir qu'on est en 1905. Ça veut dire que Wozzeck d'Alban Berg, c'est 1925. Et Loulou, c'est 1929. On est 20 ans avant Wozzeck, Loulou, c'est-à-dire la musique, si vous voulez, de l'école de Vienne. Donc il est vraiment en avance, là, Richard Strauss. D'où la fascination de Gustave Mahler, d'ailleurs. Et dans cette scène finale, si vous voulez, là, c'est Christian Merlin qui explique ça. Il dit alors qu'on pourrait s'attendre à une scène de cauchemar. Parce que là, on est dans la nécrophilie. C'est-à-dire qu'elle a, sur un plateau, la tête de Yochanan. Eh bien, alors que l'action est glauque, nécrophile, Christian Merlin a cette phrase, il dit « La musique devient absolument sublime ». Elle se transforme en une scène d'amour, si vous voulez, cette scène, par la musique. Vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire. Une scène d'amour, des sonorités qui font penser à la mort d'Isolde de Richard Wagner. Là, on a donc effectivement une différence, si vous voulez, entre l'action qui est absolument mortifère et au fond, la musique, ce que la musique exprime, c'est-à-dire au fond, cet amour qui sera le seul de la vie de Salomé et le seul baiser de toute sa vie. Un instant furtif d'amour. Eh bien, je vous propose d'en l'entendre. Alors, elle dit avant de disparaître, frappée par les boucliers de son beau-père, qui demande qu'on assassine cette femme, qu'on tue cette femme, eh bien, elle a cette phrase, elle chante « Le mystère de l'amour est plus grand que le mystère de la mort. Si tu m'avais regardé, tu m'aurais aimé. Je sais bien que tu m'aurais aimé. C'est aussi un drame du regard, Salomé. » Écoutons, si vous voulez bien, les dernières mesures avec Herbert von Karajan et Hildegard Behrens, donc au Festival de Salzbourg dans les années 80.
Alors, autre exemple d'intensité, je vous l'ai dit, on a de l'intensité dans ces opéras, mais on a de l'intensité aussi dans ces poèmes symphoniques. On a des climax, on a des pics d'intensité émotionnelle. Je propose la symphonie alpestre, 1915. Symphonie alpestre, il faut préciser que Strauss, grâce aux recettes de Salomé, a pu se faire construire une villa magnifique par un architecte de Munich. Donc elle a été achevée en 1909 et il habitait au pied des montagnes. J'ai eu la chance de visiter cette villa. Elle appartient à la famille toujours. Et vous voyez les montagnes derrière. Strauss est un homme des montagnes, comme Wagner d'ailleurs. Il aime marcher dans les montagnes et c'est une source d'inspiration pour lui. On le voit d'ailleurs ici, regardez, il y a une très belle photo là, où il est au sommet d'un des sommets donc, des Alpes bavaroises. Donc la montagne pour lui c'est bien sûr un paysage, mais c'est surtout aussi un paysage psychologique, c'est un transcendant psychologique, vous voyez, c'est un état mental. Et donc, il compose ce poème symphonique, parce que ce n'est pas une symphonie découpée en morceaux, hein, tout s'enchaîne, donc c'est bien un poème symphonique. Et il le dirige la première le 28 octobre 1915 à la Philharmonie de Berlin, donc pour la première. Il y a 22 épisodes dans cette symphonie alpestre, il y a 60 thèmes qui s'enchevêtrent les uns les autres, et il y a plus de 120 musiciens. C'est une œuvre absolument gigantesque. Et en fait, Strauss, à l'âge de 12 ans, avait fait une excursion comme ça, qui le menait donc du pied de la montagne jusqu'au sommet, et ensuite on redescend dans la vallée. Il avait 12 ans, il le raconte dans une de ses lettres. Cette symphonie alpestre, elle raconte une excursion en montagne. Ça démarre la nuit, d'accord ? On monte la montagne, on escalade la montagne, et là on voit le lever du soleil. Okay ? Et puis ensuite, après, on redescend au coucher du soleil. Donc c'est une expérience initiatique, vous voyez ? C'est-à-dire que c'est l'homme qui part de la nuit pour aller vers la lumière et qui retourne à la nuit. Une espèce de métaphore de la vie humaine, finalement. Et là, il en fait effectivement un drame métaphysique. C'est une ascension effectivement spirituelle, finalement. Et là, je vous propose d'entendre donc le Sonnenuntergang, c'est-à-dire le coucher du soleil. C'est-à-dire au moment où on redescend, la nuit tombe et on redescend vers la vallée. Et là, dans la version de Karajan, avec le Philharmonique de Berlin, Karajan qui en 1939 avait dirigé Elektra à l'Opéra de Berlin, sans partition, alors que Strauss avait toujours la partition. Même lui, le compositeur, quand vous regardez Strauss diriger, il a toujours la partition, sa partition en face. Là, il avait été complètement fasciné par le jeune Karajan qui, au culot, avait dirigé Elektra à l'Opéra de Berlin sans la partition. Ils avaient ensuite partagé la soirée ensemble. Donc vous imaginez Karajan, à la fin de sa vie, qui lui aussi était un homme des montagnes, qui habitait au pied de l'Untersberg, à Anif, près de Salzbourg, lui qui est un homme des montagnes, qui dirige cette œuvre de Strauss qu'il a connue, qu'il a bien connue, et dans cette espèce de frisson sacré avec le Philharmonique de Berlin.
voyez l'ampleur du phrasé, hein, cette espèce d'intensité, cet orchestre qui grossit, qui grossit, qui grossit pour aller vers un pic d'intensité. Alors, dernière partie, ne vous inquiétez pas, hein, je resterai à peu près dans le timing, hein, il me reste encore 10 minutes, un quart d'heure, hein, ne vous tracassez pas. Donc la quatrième partie, donc, c'est l'intimité. Je vous ai dit que la musique de Richard Strauss était en grande partie autobiographique. Et là, je vous propose d'écouter deux œuvres, Intermezzo, enfin, deux extraits, hein, et la Sinfonia Domestica. Intermezzo, c'est un opéra qu'il a composé en 1924, qui a été créé à Dresde, et qui met carrément en scène le couple Richard Strauss-Pauline. C'est Robert Storch, mais ce n'est pas Richard Strauss, enfin, c'est Robert Storch le personnage, et l'autre s'appelle Christine, mais il met en scène sa propre vie de couple. Avec en plus une sombre histoire où sa femme aurait reçu une lettre qui ne lui était pas adressée à Richard, d'une espèce d'une femme un peu comme ça qui cherchait une aventure un peu sentimentale, mais la lettre est arrivée chez la femme de Richard Strauss, alors que ça n'était pas adressé à Richard Strauss, elle lui a fait une scène terrible, elle a demandé le divorce, etc. Et puis en fait, Richard a expliqué que ce n'était pas lui qui était concerné, et ça s'est plutôt bien passé, et c'est tout ça qui est mis en scène dans cet opéra. Une comédie bourgeoise, au fond, où là, on voit tout le caractère, hein, de Pauline, incarné là par le personnage de Christine. Et à un moment, Christine, qui veut se venger de son mari qui l'aurait trompée, elle rencontre sur une piste de ski un jeune bellâtre qui lui fait la cour, mais superficielle, lui demande de l'argent, et donc elle le voit quelquefois, elle le reçoit, etc. Et puis quand il le quitte, ce jeune homme, le comte Lummer, je crois, eh bien, elle se met à rêver au coin de la cheminée. Et au fond, elle s'aperçoit que ce jeune homme est totalement, inoffensif, même pas inoffensif, totalement superficiel, hein, qui ne va rien lui apporter. Et elle pense à son mari, qui est parti, lui, en déplacement. Donc elle pense à Richard. Et là, elle dit cette chose suivante. « Mon cher mari, il est si bon, si fidèle. Cette longue soirée seule me rend si triste, le meilleur des hommes. » Voyez. Et là, c'est Richard Strauss, au fond, qui, dans cet interlude d'Intermezzo, près de la cheminée, au coin de la cheminée, rêverait au coin de la cheminée, eh bien, dit tout l'amour qu'il a pour Pauline. C'est un très beau moment, et je vous propose d'entendre Richard Strauss lui-même diriger l'orchestre de la Staatskapelle de Berlin en 1923, un enregistrement Deutsche Grammophon, et là, c'est lui qui dirige cet orchestre et qui dit tout l'amour qu'il a pour sa femme. Alors, ça grince un peu, mais ça vaut la peine de l'écouter. Alors, c'est très émotionnel, mais il n'y a jamais d'excès de pathos, vous voyez. C'est très inspiré, mais il n'en rajoute pas dans le pathos. Mais c'est encore plus bouleversant, finalement.
Alors, autre extrait que je souhaitais vous faire entendre donc, dans la rubrique Intimité de Strauss, c'est la Sinfonia Domestica. Alors là, la Sinfonia Domestica, elle a été créée donc, en 1902, et là, on est carrément au cœur du foyer familial de Strauss. C'est-à-dire que ça commence, en fait, la Sinfonia Domestica, par la présentation du père. C'est un allegro. Alors, on a le père, d'abord, qui est caractérisé musicalement. Alors, il est plutôt inspiré, il est plutôt concentré, il est plutôt travailleur. Bon, il a des sautes d'humeur comme tout le monde, mais en tout cas, bon, c'est un créateur qui est heureux d'être en famille. Après, on a le thème de la mère, donc de sa femme, capricieuse, versatile. Et puis après, on a l'enfant, avec un petit hautbois d'amour. Donc ça, c'est le début de l'allegro. Donc là, vraiment, on présente les trois membres de la famille. Ensuite, on a un scherzo qui incarne musicalement la vie de famille. Alors, avec ses joies, ses peines, le coucher du petit, on entend d'ailleurs les carillons de l'horloge familiale. Et effectivement, on est dans une atmosphère, si vous voulez, de paix, d'harmonie familiale. Je vous propose d'entendre effectivement d'abord un extrait de ce scherzo. On va se plonger dans le foyer. Il y a la rêverie du père, c'est une atmosphère de paix. Et on verra ensuite après comment il fait en fait de cette harmonie familiale, de cette vie finalement relativement banale, il en fait un drame épique. Alors écoutons d'abord un extrait de la deuxième partie donc, du scherzo de cette Sinfonia Domestica. Vous allez entendre à la fin les sons du carillon de l'horloge familiale, c'est le coucher du petit. Ça, c'est donc la deuxième partie. Dans la troisième, eh bien, nous avons le petit est couché, donc on entre dans la nuit, et le thème du père et de la mère vont s'entremêler, vous voyez, une scène d'amour en fait,
et ça va devenir de plus en plus passionné, de plus en plus romantique au fond. Il transforme en fait cette vie quotidienne, cette vie familiale, en une fresque épique et sentimentale. Écoutons donc un extrait de ce scherzo, c'est pas le scherzo, pardon, c'est la troisième partie, c'est l'adagio, donc une fois que l'enfant est couché et que les parents se retrouvent ensemble et expriment leur amour. Tout ça dans un tissu polyphonique magnifiquement construit. Alors que dans la vie de héros, il est question de l'héroïsme de l'acte créateur. Parce que le héros, dans la vie de héros, c'est le compositeur, c'est le créateur lui-même. Dans Don Quichotte, c'est l'héroïsme de la poésie, c'est l'héroïsme du projet, c'est l'héroïsme de l'imaginaire, celui de Don Quichotte. Et bien là, on a un héroïsme du quotidien, voyez, qui n'en est pas moins sublime. Alors je vous propose maintenant la conclusion. Je souhaiterais conclure avec Charles Baudelaire. Charles Baudelaire, qui était un grand wagnérien, comme chacun sait, qui avait écrit une lettre à Richard Wagner, une lettre admirative. Il adorait la musique de Wagner. Mais Baudelaire, parmi tous ses écrits, a essayé de définir ce qu'est le romantisme. Alors je vous propose la définition de Baudelaire. Baudelaire écrit à propos du romantisme, « Le romantisme, c'est l'intimité, la spiritualité, la couleur, l'aspiration vers l'infini. » Il me semble que Richard Strauss coche un certain nombre de ces cases. Peut-être pas l'aspiration vers l'infini, ça serait plutôt Bruckner, mais il y a quand même de ça. Et on peut dire qu'à l'image de ce que disait Stefan Zweig, Strauss est probablement le dernier témoin du monde d'hier. Voyez, c'est le dernier romantique de l'histoire de la musique. Alors,
on pourrait penser qu'après 65 ans, presque 70 ans de carrière, ses talents de compositeur se seraient amoindris. Pas du tout. C'est là qu'il compose dans les dernières années les 4 derniers leaders, les Métamorphoses. Et là, je voudrais vous citer un extrait une citation du livre de Christian Goubeau, qui a écrit un livre chez Bleu Nuit Éditeur en 2008. Il écrit la chose suivante. L'âge et les épreuves n'ont jamais affaibli la qualité musicale de ses dernières réalisations. Bien au contraire. On dirait que cette musique ne cesse de monter vers les cimes à mesure qu'il la libère et que lui-même se détache de la vie. Et si d'aventure l'énergie se teinte de nostalgie, l'expression atteint un indicible. Fin de citation. Le 8 avril 1943, il écrit au chef d'orchestre Willy Schuh, je cite, « Je ne puis faire qu'un seul testament. C'est avec cet opéra, Capriccio, que l'œuvre de ma vie s'est conclue. » On est donc en 1943. Effectivement, il considérait que la scène finale de Capriccio, son dernier opéra, 1942, était son testament opératique. La comtesse est, courtisée par un poète et par un compositeur. Le poète s'appelle Olivier, le compositeur s'appelle Flamand. Ils lui font la cour. Mais elle ne sait pas pour lequel se décider à la fin. Elle ne sait pas s'il faut se décider pour le texte, primo la parole, ou pour la musique, primo la musica. Elle ne sait pas. Elle est perdue entre les deux personnages et les deux caractéristiques, la musique et le texte. C'est le final du Capriccio. Et là, il faut que je vous lise parce qu'on va pas avoir le texte. On va pas avoir le texte parce que c'est René Fleming qu'on va entendre là en 2006, le concert clôtural du prix Nobel. Là, ce que chante la comtesse, c'est la chose suivante. Et ça sera ma conclusion en musique. Leur amour, le poète et le compositeur, leur amour vient à ma rencontre, doucement tissé de vers et de sons. Dois-je déchirer ce tissu? Ne suis-je pas moi-même déjà dans ces mailles? Décidé pour l'un d'eux. Pour Flamand, la grande âme aux beaux yeux, pour Olivier, l'esprit puissant, l'homme passionné. Allons, chère Madeleine, elle s'appelle Madeleine, que dit ton cœur? Tu es aimé et ne peut te donner. Il était doux pour toi d'être faible, tu voulais pactiser avec l'amour et désormais, toi-même enflammé, tu ne peux te sauver. En choisissant l'un, tu perds l'autre. En choisissant la musique, tu perds le texte. En choisissant le texte, tu perds la musique. Ne perd-on pas toujours quand on gagne? Tu me renvoies un regard teinté d'ironie. Je veux une réponse. Et non, ton regard qui me scrute. Tu te tais. Ô Madeleine, Madeleine, veux-tu te consumer entre deux feux? Ô reflet de Madeleine amoureuse, peux-tu me conseiller, m'aider à trouver la fin de leur opéra? En est-il une qui ne soit pas triviale? Et là, après, on ne l'entendra pas, parce que c'est l'orchestre, c'est une vision concert, mais il y a le majordome qui vient et qui lui dit « Madame, das Suppei serviat ». Et c'est la fin de l'opéra. C'est magnifique. Là, on ne l'entendra pas, c'est un instrument. Alors, je vous propose, en conclusion musicale, et j'en aurai fini, d'écouter René Fleming, qui, ce jour-là, semble porté, inspiré, transcendé par la musique de Richard Strauss. C'est absolument sublimissime. On a à la fois une beauté de la musique, une beauté de la voix, et une beauté de cette femme absolument éblouissante.
J'en ai terminé. Merci infiniment de votre attention. Merci à vous, merci. Merci. Merci à vous, merci. Merci.